Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. L'eau conditionnée, elle étanche la soif mais serait mauvaise pour la santé. Elle n'est pas souvent produite dans les conditions optimales de sécurité. Les acteurs du sous-secteur sensibilisent à de meilleures conditions de production. Vous les suivrez dans ce journal. Au Togo, le riz est la troisième céréale la plus consommée. Le pays décide d'accroître sa production pour atteindre les 12 tonnes à l'hectare contre 3 à 5 tonnes aujourd'hui. Les précisions dans une dizaine de minutes. Et puis, on s'intéresse aux panneaux de signalisation installés pour guider les usagers de la route dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier. Faut-il y accorder de l'importance? La réponse dans un instant. On démarre cette édition par cette information. Le gouvernement du Bénin annonce une nouvelle mesure qui vise à porter à 80% les enseignements pratiques dans les programmes de formation technique et professionnelle contre 20% de théorie. L'objectif de cette mesure est d'une part de donner aux jeunes diplômés des compétences en rapport avec les offres de formation et la demande sur le marché de l'emploi et d'autre part d'insuffler un nouveau souffle aux programmes existants et lancer de nouvelles filières afin de permettre aux jeunes béninois de s'adapter au marché de l'emploi. L'eau conditionnée en sachet n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contient des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter ces cas de maladies, les acteurs de ce sous-secteur sensibilisent. Les précisions dans ce reportage. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation.
Intéressons-nous à présent aux feux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux de signalisation. Une situation qui favorise les accidents de la route. Ce comportement des usagers de la route est-il dû à un manque d'éducation routière ou à une négligence? Fifame Atadedji et Louis Koudobo se sont intéressés au sujet. Voici leur reportage. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. Venons-en au risque de la fumée sur la santé. Vous ne le savez pas peut-être, l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine. Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée s'expose donc à des maladies cardiovasculaires. Martin Huenassi est cardiologue et nous prodigue ici quelques conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarette, les risques sont importants. Parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour d'autres fumées
Si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. À présent, faisons le tour d'horizon de quelques sujets ayant fait l'actualité ces dernières heures au Bénin. C'est la nation en bref et en images avec Rodrigue Babagbeto. Le pôle agroalimentaire de l'agglomération du Grand Nokoué va bientôt connaître un aménagement. Cette maquette est celle du projet de construction d'une plateforme agroalimentaire constituée d'un marché physique de gros et d'un abattoir dans la commune d'Abomey-Calavi. La réalisation se fera sur un site de 150 hectares divisé en plusieurs zones, dont une zone de 90 hectares pour le marché physique de gros et les activités logistiques, une zone de 60 hectares pour l'abattoir et une zone de transformation de produits agroalimentaires. Ce programme a pour objectif de créer une nouvelle centralité urbaine. L'ensemble architectural deviendra un lieu de vie aux fonctions évolutives pour faciliter la confrontation entre l'offre et la demande pour une meilleure émergence des prix du marché. L'examen du baccalauréat 2020 a livré son verdict aussi bien au Bénin que dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Et qui est-ce qui arrive en tête dans la région ? Le Bénin se classe devant les autres pays de l'espace en termes de taux de réussite. Selon le directeur de l'Office du bac, le pays arrive premier au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec un taux de réussite de 49,72% au baccalauréat. 170 mentions très bien sont enregistrées, du jamais vu jusque-là. 1470 candidats ont la mention bien, 7240 s'en sortent avec la mention assez bien et 37 096 ont la mention passable. Les 8 premiers sont de la série C et le premier du Bénin a une moyenne record de 18,318. La consommation annuelle du riz par habitant est estimée à 27 kg par an selon les statistiques agricoles du Togo. C'est d'ailleurs la 3e céréale la plus consommée dans le pays. Seulement, la production est toujours jugée insuffisante à ce jour. Les riziculteurs togolais veulent atteindre 10 tonnes à l'hectare, 12 tonnes à l'hectare, autant pour moi, contre 3 à 5 tonnes cultivées aujourd'hui. Les précisions dans ce reportage. Le Togo s'engage fortement dans la production du riz. Si à ce jour, la production nationale est estimée à 3,5 tonnes l'hectare, le pays veut l'accroître jusqu'à 12 tonnes. Et la Chine, l'un des plus grands producteurs de riz au monde, lui vient en appui. En 2017, des riziculteurs togolais ont participé dans le contexte de ce partenariat à un partage d'expérience à Changsha en Chine. Ils ont été formés sur les meilleures techniques de production du riz hybride, suivies d'expériences en laboratoire. Cette entraide est également traduite par la réception d'un don de matériel concernant la lignée isogénique de riz hybride. Ceci pour permettre aux producteurs de relever le niveau du rendement de la riziculture togolaise. Grâce au matériel reçu, les riziculteurs peuvent désormais réaliser entre 10 et 12 tonnes l'hectare. Ce faisant, le pays peut entreprendre la fabrication des riz hybrides typiquement locaux. L'initiative va permettre au pays de satisfaire au mieux les besoins des populations puisque le riz occupe le 3e rang de par sa production derrière le maïs et le sorgho. Malgré une embellie de la culture de cette céréale passant de 85 637 tonnes à 140 519 tonnes, soit une hausse de plus de 65%, entre 2008 et 2017, la production reste toujours insuffisante. Dans cette volonté de rendre disponible le riz en tout temps et en toute saison, une trentaine d'ingénieurs, agronomes, techniciens agricoles et producteurs ont également bénéficié en 2017 d'un mois de stage sur la technologie du riz hybride à Huiyang en Chine. Aujourd'hui, des variétés de riz hybride chinois sont déjà testées au Togo. Le riz est cultivé dans 3 différentes écologies au Togo. La riziculture pluviale stricte,
qui représente 10% de la production nationale, la riziculture de bas-fond 60% et la riziculture irriguée 30%. Avec la Chine, le pays veut rendre cette production plus forte et garantir la sécurité alimentaire à ses populations. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Pour retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.